Bienvenue dans l'angle alpha. Ah, la belle idée. La belle idée libérale. La belle idée libérale du philosophe Kant qui dit ceci. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Kant. Aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Par un de ces retournements dialectiques, dont seuls les grands projets d'instrumentalisation ont le secret, il a été déclaré conforme à l'essence même de la liberté, que les uns étaient libres d'utiliser les autres, et les autres libres de se laisser utiliser. De se laisser utiliser comme des moyens. Cette magnifique rencontre de deux libertés a pour nom salariat. Et voilà le triangle élémentaire où se tient le mystère du capitalisme. 1. Le désir d'un seul. 2. La puissance d'agir des autres. 3. Les affects produits par le rapport salarial. Spinoza nomme conatus l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Le conatus est la force d'exister. Le conatus est l'énergie fondamentale qui habite les corps et les met en mouvement. Le conatus est un principe de mobilisation des corps. C'est l'énergie du désir qui jette le corps à la poursuite de son objet. Le conatus est beau, il est fort, il est libre, il est gonflé de sève et tendu comme un chibre. Sentez-vous tout cela, ce qu'avec vous je peux, pour peu que vous veuillez, tout comme moi je veux, qu'on soit plusieurs, qu'on soit nombreux, qu'on soit à l'heure et laborieux. La capture des puissances d'agir suppose de faire se mouvoir les corps au service d'eux. La mobilisation est donc sa préoccupation essentielle. Car c'est finalement une affaire très étrange que des personnes acceptent ainsi de s'activer à la réalisation d'un désir qui n'est pas le leur. Chaque patronat a ses méthodes pour mobiliser efficacement ses enrôlés. Le chorégraphe ou le chef de guerre n'ont pas les mêmes. Le patronat capitaliste a la sienne, bien connue. Sa méthode à lui, c'est l'argent. 1, 2, 3, salaire! Votre CV, vos expériences, vos qualités, vos références. 3988. Votre signe astrologique, votre profil graphologique. 120 436. Marié ou célibataire, où vivez-vous? Êtes-vous mère? Plutôt un père. 77. Vos âges et qualifications, à minima, vos prétentions. 1598, 17. Le rapport salarial n'est possible qu'en faisant de l'argent le point de passage obligé du désir de la reproduction matérielle. Cette médiation par l'argent, le capitalisme ne l'a pas inventée, bien sûr. Des siècles de division progressive du travail ont permis le développement de l'échange monétaire. Le capitalisme a hérité de cette structure, mais il n'a pu vraiment prendre son essor qu'en fermant les dernières possibilités d'autoproduction de l'individu, en le rendant incapable de pourvoir par lui-même aux besoins élémentaires de sa vie. Sans argent, la survie est devenue impossible. Le paysage de la domination est cependant beaucoup moins simple que jadis. Le face-à-face d'un patron propriétaire et d'une masse de prolétaires est une vieille lune, complètement dépassée. Après la figure intermédiaire du contremaître, celle du cadre est venue compliquer encore le tableau des rapports de domination. Et nous avons désormais des structures d'entreprise de plus en plus feuilletées. La chaîne hiérarchique s'y déploie en d'innombrables niveaux intermédiaires qui diffractent le rapport de domination principale en une myriade de rapports de domination secondaire. À chaque niveau de la chaîne s'exerce une domination d'autant plus intense que le
dominant local et lui-même dominé par sa propre dépendance. 3, 4. Domination à tous les étages. Des colères, des refus, impossible. Pour chacun, contention et calcul. Rompre avec éclat serait le plus sûr moyen de perdre les biens convoités. Ah, c'est bien. C'est bien que poursuit ardemment, urgemment, viscéralement, notre Conatus, votre Conatus, vive le Conatus! L'habileté du capitalisme, donc, a consisté à susciter ce réagencement de désir par lequel désormais l'image de l'argent occupe entièrement l'esprit des gens. Tout est fait pour prendre les agents par les affects joyeux de la consommation. Ces affects joyeux servent de justification à toutes les transformations économiques contemporaines, de l'allongement de la durée du travail qui permettent aux magasins d'ouvrir le dimanche, aux dérégulations concurrentielles qui font baisser les prix. Dans ce nouveau régime, le désir du travailleur est censé se confondre avec le désir de l'entreprise elle-même. Son conatus est désormais conduit à épouser entièrement le conatus patronal. Et c'est là que s'ouvre la possibilité de l'angle alpha. On appellera D majuscule le désir patronal. Désir maître. Et D minuscule le désir de chacun. On peut considérer que le management néolibéral consiste à tenter d'aligner le désir de chaque travailleur sur le désir patronal, ou désir maître, de sorte qu'il ne désire rien d'autre que ce que désire l'entreprise, c'est-à-dire le profit. Entreprise, le patron est au contact quotidien de son employé et le surveille et trouve qu'il n'en fait pas assez bien, pas assez vite. C'est parce qu'il se voit en son employé et ne comprend pas que son désir soit si mal servi par son alter ego. Le licenciement massif, qu'on appelle ajustement d'effectifs ou encore plan social, est aujourd'hui une pratique de gestion courante. Il résulte des contraintes subies par les entreprises dans les structures du capitalisme déréglementé. Mais il est aussi lié au nouveau modèle de capital financier qui tente de toutes ses forces vers le maximum de liquidité. On appelle liquidité aussi bien les participations prises sous forme d'actifs dans les entreprises que leur équivalent en cash lorsqu'elles sont vendues. Actions et argent disponible sont si facilement convertibles l'un dans l'autre qu'ils sont désormais de même nature. Si le capitalisme a modifié sa stratégie de mobilisation passionnelle, c'est parce que les configurations précédentes avaient un défaut. Un défaut majeur. Qu'on soit dans le premier âge du capitalisme, celui des passions tristes où le travailleur est mobilisé par sa peur de mourir de faim ou de froid, ou dans le deuxième âge, celui des passions joyeuses où le travailleur est mobilisé par son désir consumériste. J'aime mon métier. Au fond, oui, comment dire, je crois... Je me réalise. Je fais des trucs bien. C'est pas seulement pour le fric, hein. C'est pour faire quelque chose. Quelque chose de bien. Ou quelque chose, quoi. Et puis sinon, Sinon, on ferait quoi? qu'on s'entend. Vraiment. Ah, sont motivés, très motivés. Automobile. Par quoi? Par quoi? Motivé. Par quoi? De même. Automobile. En un sens, oui, nous sommes automobiles. Nous agissons de nous-mêmes. Arrêtez de nous faire suer avec vos jérémiades anticapitalistes! Arrêtez de se faire suer, oui, voilà. Parce que, ok, tous nos désirs sont égaux. Ok, ils sont déterminés par des causes extérieures qui nous jettent dans la servitude passionnelle. Mais il y a quand même des désirs qui nous font moins suer que d'autres. Enfin, qui nous font suer avec plus de plaisir. Il y en a même pour lesquels nous suons avec une infinie délectation. Si vous voyez ce que je veux dire.
Ils tiennent à distance l'atroce idée que la vraie vie est ailleurs, qu'ils perdent leur vie à la gagner et que leur puissance d'agir se déploie là en pure perte. Et puis, il y a l'amour du maître. Hein? L'amour du maître. Oui, enfin... Ou du gourou. L'amour du parent, du prof, du chef. L'amour de la personne aimée. L'amour de l'opinion publique, comme réunion de tous les hommes. Le conatus, comme puissance, est effort vers davantage de puissance. On recherche des affects de joie. Oui, ça, on a compris, je crois. Eh bien, l'amour, c'est pareil. C'est pris dans le conatus. Tu cherches ta joie, sauf que ta joie passe par l'autre. Ah, par la joie de l'autre. T'es heureux de me rendre heureux. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est la vente. C'est pour le contact. Le contact avec les clients. Moi, mon truc, c'est l'analyse financière. J'ai de la rigueur, j'aime la rigueur. Tac, tac, tac. Les chiffres, c'est mon truc, j'ai toujours été bon. J'ai la bosse des maths. L'aéronautique. Oh, j'ai toujours été fan. Ouais, c'est fascinant, la haute technologie, et puis la performance, le côté... Les services, c'est bien, il y a le côté relationnel. J'ai un bon feeling. Depuis toute petite, le feeling... Elle fait quoi, là? Bah, c'est le conatus. Encore? Ouais, depuis le début, en fait. Je peux continuer. Ok. C'est Identité d'emprunt. Rééducation émotionnelle. Et vous, ça sert à sourire. Dans la voix. Comment vous êtes Avez-vous pensé à allumer votre... Dans la voix. Il faut pas faire semblant, hein. On veut pas des machines, on veut des personnes. Des personnes tout entières, mais impliquez-vous, putain! La fabrique des désirs par l'entreprise néolibérale se heurte à l'idée que chacun se fait de sa propre liberté. Le coaching permet de transformer une pression exogène en une motivation endogène et œuvre ainsi à la normalisation des affects des travailleurs. Son principe est de conformer ses dispositions passionnelles et comportementales aux exigences de rentabilité et de productivité de l'entreprise. Non, mais sans rire, quoi. Où est le mal? Servitude universelle, affect joyeux, tout ça. Bon, le travail est une aliénation comme une autre, qui peut rendre heureux, et à laquelle on consent ni plus ni moins qu'aux autres, quoi. Où est le mal? L'artiste, on peut le signaler au passage, l'artiste est devenu un modèle applicable aux salariés d'élite. L'artiste incarne le travailleur idéal en ceci que son activité coïncide entièrement avec son désir propre, et que sa puissance d'agir est ainsi portée à son maximum. C'est le modèle vers lequel tendent les entreprises les plus innovantes, et qui l'appliquent à certains postes très privilégiés. Là, elles mettent en place un environnement le plus favorable possible à la créativité. Très grande autonomie, très faible directivité. Ce sont des espèces de niches de liberté quasiment obscènes par rapport au droit commun salarial. Le problème, c'est qu'avec la division du travail et la division du désir, c'est toujours un peu les mêmes qui conçoivent et les mêmes qui exécutent. Eh ben voilà. Et c'est ce truc qu'il faudrait casser. Tu vois, et que le but, ce soit qu'on soit le plus nombreux possible à penser le plus possible. Du Spinoza, ça? On s'en fout. On s'en fout. Juste ça. Écoute-moi, être le plus nombreux possible à penser le plus possible. C'est bien, hein? Ah ouais. Et donc, dans l'entreprise, ça donnerait quoi? Démocratie d'entreprise. Chacun participe à la décision qui concerne l'ensemble. Ce qui affecte tous doit être débattu par tous, égalitairement. On appellerait ça la récommune. Et comme la République, mais en vrai, avec de la vraie démocratie dedans. Dans leur alpha, ça leur rend le monde aligné insupportable. Plus tu cultives ton alpha, moins tu supportes la collinéarisation. Bah oui, par le fait. Et comme en plus, non, hyper sensible. Ça fait monter les dispositions au mécontentement. L'affect commun par lequel une multitude pourrait venir à s'aligner. Ah, tu connais Spinoza aussi? Pas directement, non. Servitude pour servitude. Il y aura toujours une différence entre les passions tristes qui réduisent et fixent la puissance de la multitude et les passions joyeuses qui l'augmentent et la déploient. Si l'idée de progrès a un sens, il ne peut être que l'enrichissement de la vie en affects joyeux. Et parmi eux, en ceux qui élargissent le champ de nos possibilités vers
le vrai bien. J'entends par là une vie humaine. Cette soirée va se poursuivre avec un débat avec deux interlocuteurs. C'est la comédienne et metteur en scène Judith Bernard et notre grand témoin qui est Pierre-Michel Manger, qui est sociologue et qui a une chaire au Collège de France. Donc, cette pièce, je vais vous présenter nos deux interlocuteurs d'abord et dire quelques mots sur la pièce, qui est une adaptation du livre très ardu de Frédéric Lordon et qui s'appelle donc Capitalisme, servitude, désir, Marx et Spinoza. Et vous avez entendu beaucoup parler du conatus. Donc, accroître sa puissance d'agir, d'après Frédéric Lordon, parce qu'il y a plusieurs interprétations de ce fameux conatus de Spinoza. C'est aussi une autre interprétation, elle est persévérée dans son être, mais ça a été dit aussi dans la pièce. Mais je crois que ce que Frédéric Lordon a surtout voulu appuyer, sur quoi il a voulu appuyer, c'est ce qui lui tient à cœur, c'est le citoyen. C'est des citoyens, c'est-à-dire la puissance d'agir, accroître la puissance d'agir des citoyens. Et c'est pour ça que Judith Bernard, qui est, elle, comédienne, metteur en scène, mais aussi auteur, s'est emparée de ce texte difficile, ardu, pour en faire une mise en scène que je pense réussie, très réussie, et qui est quand même très difficile à faire. Donc, je vous dis, elle est auteure de 2 pièces de théâtre, elle-même, et aussi d'un roman. Et metteur en scène d'une autre pièce de Frédéric Lordon, que vous connaissez peut-être, c'est D'un retournement l'autre, que nous, ici, au Rencontres et Débats Autrement, avons représenté 3 fois, avec 2 acteurs. C'était une lecture théâtralisée, très réussie aussi. Et c'était plus facile, parce que là, le texte était tout prêt. Frédéric Lordon l'a écrit en alexandrin. Et actuellement, d'ailleurs, quelque part à Paris, cette pièce est toujours jouée. Et oui, il y a quelqu'un qui peut vous le dire après, je ne sais pas exactement où. Donc, Judith Bernard, donc je vous l'ai présentée, mais il y a donc aussi Pierre-Michel Manger qui est... Menger, pardon. Je prononce très mal parce que apparemment c'est d'origine alsacienne, je crois. Et Menger, donc, qui est donc auteur de plusieurs ouvrages sur le travail, et surtout sur le travail créateur. Et il a écrit des livres sur l'artiste, sur les artistes. Et depuis 2013, il est donc professeur au Collège de France. Et il nous a fait l'honneur de venir pour dialoguer avec Judith Bernard, qui va se joindre à nous tout à l'heure, pour faire le dialogue avec ce professeur du Collège de France. Pierre Manger, pardon. Vous voulez bien venir à côté de moi pour qu'on vous voit mieux. Et je voulais déjà vous demander qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à cette pièce, que je crois que vous voyez pour la première fois. Oui. Oui, et donc... Monsieur... Ah oui, le micro, c'est pour donner une idée. C'est votre invitation. Voilà, donc je suis très honorée de vous avoir avec nous, et je voudrais vous demander ce qui a fait maintenant, quelle est votre première impression de cette mise en scène?
Alors d'abord, comme j'enseigne cette année sur le thème du travail, de sa valeur et de son évaluation, évidemment, j'ai l'impression d'avoir affaire à une des matières que j'explore. Et les premiers cours que j'ai consacrés à cette question du travail au Collège de France, c'était des cours sur qu'est-ce que pourrait être un travail absolument bon. Pas relativement, mais absolument bon. Et quand on explore ce genre de questions, on tombe immédiatement sur la position marxiste, qui est strictement celle de Frédéric Lordon, à quelques variantes près. Frédéric Lordon, si j'ai bien compris, a remonté en quelque sorte la généalogie de la pensée marxiste en allant voir du côté de Spinoza. Marx avait écrit un mémoire dans ses années d'étudiant sur Spinoza, en y voyant le premier matérialiste. Et Marx, sa théorie produit d'autres choses aussi, de l'idéalisme allemand renversé, comme on sait, mais quand on regarde ce que c'est que le travail vu par Marx, tout un ensemble d'idées circulent dans le texte que j'ai reconnu. C'est l'idée qu'il faut d'abord critiquer le contraire du travail, qui est la consommation. La consommation, il y a deux façons de penser le travail. Il y a de dire le travail, ça n'est qu'un instrument pour se procurer autre chose, et donc il a une stricte valeur instrumentale, et dans ce cas-là, il ne vaut rien par lui-même, et au contraire, il se charge d'à peu près toutes les malédictions possibles, puisque dès lors qu'il ne sert qu'à se procurer autre chose, du loisir ou de la liberté ou des biens pour survivre et un peu mieux que survivre, par lui-même, il ne vaut strictement rien, et au contraire, il est ce qu'on appelle une valeur strictement négative et instrumentale. Donc il faut le diminuer le plus possible, le réduire le plus possible et au mieux l'aménager le mieux possible dans des conditions données. Ça, c'est la version absolument négative du travail. La version absolument positive du travail, c'est de dire, et ça c'est la thèse de Marx, c'est de dire on ne se connaît réellement qu'en agissant. On ne sait pas ce qu'on est soi-même avant d'agir. Sinon, on est un être passif. Et c'est exactement le thème d'ailleurs de Spinoza. Spinoza dit quand on agit, on augmente sa puissance d'agir parce qu'on interagit de manière positive avec son environnement, et donc on est affecté de passions joyeuses et d'affects joyeux, et donc tout ça, c'est l'augmentation de la capacité d'agir, et augmenter sa capacité d'agir, ça veut dire se réaliser, quoi qu'on puisse en dire, et c'est une des dimensions du vocabulaire de Marx, se connaître, savoir ce qu'on est soi-même. On ne peut pas le savoir autrement qu'en intervenant sur l'environnement extérieur, les autres, la matière, le réel, et tout ce que vous voulez, et c'est agir. Et au fond, agir et travailler, dans ce cas-là, c'est à peu près la même chose. Simplement, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Et c'est là qu'il y a une série de conditions extraordinairement fortes pour que ça tourne comme ça. Il faut d'une part qu'il n'y ait pas de division du travail, autrement dit que chacun puisse faire toutes sortes de choses et qu'il ne soit pas limité. C'est le thème de la mutilation des compétences par la division du travail. Donc on suppose que dans un système où l'individu ne peut se connaître qu'en agissant, il n'y a pas de division du travail possible parce qu'elle amènerait immédiatement à la mutilation. Cela veut dire que, intrinsèquement, chacun est capable de tout. Premièrement, donc on peut dire, effectivement, chacun peut faire beaucoup de choses. Et deuxièmement, qu'il n'y a aucune différence entre les individus dans leur capacité à tout faire. C'est le thème de l'égalité radicale des capacités d'agir. Sinon, si on commence à voir que certains savent faire certaines choses mieux que d'autres, hop, la spécialisation entre en marche et commence on va se dire, tiens, un tel sait faire, je ne sais pas, il chante mieux qu'un tel, donc on va lui demander à lui plutôt qu'à l'autre, etc. Donc ça, c'est la condition la plus
à la fois la plus glorieuse et la plus extrême, si on veut, c'est de dire toute l'humanité est en chacun de nous. Et aucune des grilles possibles de limitation par la spécialisation ne sera bonne parce qu'elle annulera cette capacité illimitée de se réaliser dans l'action pour découvrir ce qu'on est sans être subordonné à des grilles de division du travail. Cela conduit à un autre mécanisme qui est il ne faut surtout pas que dans ce cas-là, l'individu soit qu'il y ait un échec possible. Il faut que chaque fois qu'il agit, il soit sûr de réussir. Sinon, on va se dire, ah bon, il a échoué, mais alors qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être pas lui redemander, etc. Donc, on interdit absolument l'échec. Ça, c'est une condition absolument nécessaire pour ce raisonnement-là. Sinon, ça ne va pas. Et enfin, évidemment, ce système se boucle dans la théorie marxiste à partir du moment où il n'y a aucune rareté des ressources. Quand vous introduisez la rareté des ressources, vous commencez à vous dire mais comment est-ce que je pourrais allouer les ressources à ceci plutôt qu'à cela, parce que c'est pas facile, il y a des urgences, etc. etc. Donc ça, c'est une condition aussi transcendantale, comme on dirait en philosophie. Je ne veux pas abuser de la philosophie, j'ai une agrégation de philosophie, donc je sais ce que c'est. Tout ce que j'ai entendu, ça me parle évidemment beaucoup, mais ce vocabulaire dit quelles sont les conditions radicales de possibilité de ce que je suis en train d'énoncer. Une d'entre elles, c'est l'absence de rareté des ressources, l'abondance des ressources. On peut imaginer des sociétés où il y aurait une sorte d'abondance de ressources. Par exemple, en Norvège, la manne pétrolière a créé une situation où tout d'un coup la société se retrouvait beaucoup plus riche, le niveau moyen de richesse de chaque individu a augmenté spectaculairement, mais la société norvégienne s'est dit bon, attention, on va peut-être pas tout capter nous-mêmes, on va en laisser pour les générations futures. Donc ils ont créé d'énormes réserves monétaires et de réserves d'argent pour les générations futures, ce qui est une certaine forme de sagesse. A l'inverse, la manne et la rente pétrolière est gérée de manière totalement inégalitaire dans les pays du Golfe, qui sont une société, on n'a pas grand-chose à envier à une telle société. Bon, il faut voir comment elle tourne. C'est un mécanisme de domination sociale oligarchique assez redoutable. Voilà. Donc, mais on peut imaginer des moments ou des types de sociétés où on aurait une certaine abondance de ressources. C'est une condition qui est très difficile à imaginer ou à réaliser. Notez bien au passage, dans ce que je vous ai dit, qu'une forme d'abondance de ressources, ça n'est pas celle de l'environnement, c'est celle de chacun. Chacun est en soi-même une ressource illimitée qui, sous des conditions heureuses ou bonnes ou favorables, serait totalement libérée. Et on peut dire, et une des manières de le dire, c'est est-ce que la ressource la plus inépuisable de toutes n'est pas l'imagination individuelle et sa fécondation collective? On pourrait le dire comme ça, après tout. Et les artistes ne nous contrediront pas sur ce plan. Il y a un dernier point que je voudrais juste souligner et qui est lui beaucoup plus problématique dans ce genre de raisonnement, c'est que pour que tout ce système marche, il ne faut pas qu'il y ait une interaction avec des asymétries possibles entre les individus. Et ça, c'est un des thèmes qui revient sans arrêt, c'est mais l'autre, qu'est-ce que c'est l'autre? Est-ce que ça n'est pas déjà quelqu'un qui va capter une partie de ma liberté? Parce que dès lors qu'il y aura un peu d'écart entre l'un et l'autre, autrement dit une individuation avec une différenciation, à ce moment-là, on peut assister à des phénomènes de rapport de domination. L'un fait quelque chose mieux que l'autre, etc., etc. Donc, ce raisonnement-là repose sur une condition de séparabilité complète de tous les individus, chacun avec tous les autres. Il n'entre en relation que sous des formes qui ne sont jamais de transaction ou d'échange. Et autrement dit, ils sont chacun capables de tout faire et ils ne gagnent rien à échanger avec l'autre, ils ne gagnent rien à apprendre de l'autre. Parce que s'ils apprennent de l'autre, ça voudrait dire qu'ils reconnaissent la supériorité d'autrui sur un domaine ou un autre.
ce sont des conditions limites, mais c'est ces conditions-là qu'il faut énoncer pour comprendre ce que veut dire le raisonnement limite auquel on peut assister quand on dit qu'est-ce qu'on fait pour s'évader de la situation présente et aller vers autre chose. Et je vous ai énoncé les conditions qu'énonce Marx, c'est celle-là. Donc, il faut imaginer un monde, qu'est-ce que c'est? Et alors, c'est un thème qui a été très discuté. Il y a un très grand marxiste anglais qui s'appelle Gerald Cohen, qui est un des meilleurs philosophes de la théorie marxiste, qui a écrit sur ce thème-là et qui a montré que cette dernière dimension dont je parle, cette anthropologie philosophique de Marx qui suppose qu'il ne faille pas de relations interindividuelles profondes et d'apprentissage réciproque, est une condition intenable, parce qu'elle voudrait dire que l'individu se suffit à lui-même et que sa relation à autrui est une relation d'égalité presque totalement abstraite, puisqu'on n'échange rien entre les uns et les autres. Voilà le genre de choses. Alors, ça, je l'ai énoncé, je ne vais pas faire le résumé d'un demi-cours du collège, mais ce sont des propositions assez simples à énoncer quand on regarde la théorie. Après, une fois qu'on a dit tout ça, on va revenir, et ça c'est le boulot des scientifiques et pas des philosophes, mais comment ça fonctionne dans le monde réel. Alors, dans le monde réel, toutes ces dimensions qu'on a vues, domination, salariat, indépendance, autonomie, rapport de force, c'est insécurité physique, insécurité psychologique, etc., consentement à la domination, enfin toutes ces dimensions-là, on peut les graduer et on va dire, dans un métier il y a ça, dans un autre il y a ça, et l'essence du monde social, c'est la variabilité des choses, avec des écarts de situation verticale, il y a des inégalités considérables de rémunération, de qualification, d'autonomie, etc., et des situations horizontales. Quand on collabore avec autrui, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est là qu'on entre dans le boulot d'analyser la société telle qu'elle fonctionne et telle qu'on aimerait pouvoir la modifier en caractérisant toutes les situations de travail. Et ça, évidemment, voilà, donc vous pouvez analyser les qualités, les quantités. Je viens de faire un séminaire, un cours sur la société hollandaise, ou néerlandaise plutôt, j'ai évité le mot hollandaise, la société néerlandaise, qui est une société où 60% des femmes travaillent à temps partiel et demandent à rester à temps partiel. Il se trouve qu'elles sont logées dans un système où l'autre, le conjoint, travaille à temps plein. Alors on pourrait dire, les Néerlandaises sont tombées dans le piège de l'asymétrie et de l'inégalité homme-femme, alors que sur toutes les autres dimensions, c'est une société très émancipée. Pourquoi est-ce que ça marche comme ça ? Eh bien, ça veut dire que peut-être elles-mêmes ont décidé que le modèle du tout boulot de l'homme, c'était pas le modèle à conquérir, alors que c'est exactement ça qu'on fait en Suède. En Suède, le modèle, c'est 2 individus qui travaillent à plein temps. En Hollande, c'est un individu, ou en Pays-Bas, c'est un individu qui travaille à plein temps et l'autre pas tout à fait à plein temps. Et après, on regarde comment on s'arrange dans le couple, et des choses comme ça. Bon, tout ça, évidemment, ça paraît, vu du point de vue de l'analyse philosophique du travail, ça paraît être très, un peu banal comme ça, mais c'est comme ça que les sociétés fabriquent du social. Je voudrais juste terminer sur un point. Il y a un élément de la pièce. Moi, je vous ai admiré parce que vous avez mis en espace et en mouvement et en mots et en gestes un texte qui est quand même abstrait au départ, qui est la proposition, la projection d'idées, des choses comme ça. Par ailleurs, c'est assez malin d'inclure les artistes dedans, parce que les artistes, eux, se représentent chez Marx. L'artiste, c'est un des modèles absolument sensationnels du travail non aliéné. C'est l'individu qui extériorise quelque chose qui est en lui, c'est le triomphe de l'imagination productrice, c'est le rapport de non-domination parce que le travail se fait au projet, etc., etc. Donc, vous l'avez inclus dedans,
Et de fait, il y a dans le monde artistique, il y a aussi de la violence sociale. On ne va pas se raconter d'histoire. Quand vous regardez un tournage de film, c'est pas de tout repos. Hein. Il y a de la hiérarchie, il y a de la violence, il y a même... Bon, je ne vais pas en détailler beaucoup, mais j'ai beaucoup analysé ça dans d'autres travaux. Cela dit, les artistes représentent une combinaison de salariat dérogatoire et d'indépendance, d'insubordination, qui est un cas assez particulier et assez étonnant à analyser dans le détail. Ils travaillent au projet, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas tout le temps avec un même employeur, ils sont souvent eux-mêmes leurs propres employeurs à certains égards, et ils changent d'employeur, et d'un projet à l'autre, les équipes se reconfigurent, etc., etc. Néanmoins, ils ont été assimilés, en tout cas dans certains pays, et en France, via ce qu'on appelle les intermittents, qui ont fait parler d'eux, Dieu sait, ils sont assimilés à des salariés. C'est un des seuls cas où on a des salariés qui sont beaucoup plus proches du monde des indépendants, mais à travers le salariat, le risque d'emploi est couvert, est assuré. Si vous n'avez pas d'emploi et que vous avez travaillé suffisamment, votre chômage est pris en charge. Un indépendant, stricto sensu, son risque de travail n'est pas couvert. Quand il n'a pas de boulot, il n'a pas de clientèle, il n'a pas d'affaires à faire, il n'a pas de mission, et ben c'est plein pot pour lui. Donc voilà. Quand on va explorer, mais ce que je voulais dire, dans un de mes cours, tout ça est sur le site du collège, hein, vous pouvez tout télécharger, ça c'est l'honneur du collège que de rendre la connaissance accessible comme un bien public, et donc vous pouvez tout télécharger. On est d'ailleurs dans les très hauts scores de téléchargement, on n'a pas attendu les MOOC, les Massive Online Courses pour faire tout ça, enfin bon. Donc vive la France, on a un peu d'avant-garde aussi. Mais je veux dire, il y a une chose que le salariat produit, et c'est là qu'il y a une profonde division, même au sein de la gauche, à propos du travail. Quelqu'un comme Robert Castel serait en désaccord radical avec une des thèses qu'énonce Frédéric Lordon. Robert Castel qui a écrit un livre célèbre qui s'appelle Les métamorphoses du social, de la société. Je me trompe peut-être dans le titre, mais c'est un livre très connu. Il montre que le salariat a été une conquête sociale, à un moment donné, contre le louage de services, contre le travail indépendant payé au lance-pierre, etc. Hier, j'étais dans un séminaire avec un juriste brésilien qui expliquait qu'une moitié seulement du travail au Brésil était salarié et que c'était pour le Brésil une damnation, parce que l'autre moitié, c'est du travail informel au lance-pierre, au pipeau, comme ça, je vous fais entrer dans un contrat, et puis après, je vous rejette, vous n'avez aucun droit, etc. Or, le salariat a été le vecteur de toute la construction des droits et des protections sociales. Retraite, assurance, santé, maladie, famille, etc., etc. Et toutes les étapes successives de la construction du salariat, c'est ça. Donc, quand on veut énoncer un contre-modèle, il faut garder tout ce que le salariat aurait produit, plus encore mieux que ça, évidemment. Et le but du raisonnement et de l'imagination productive et créative, c'est toujours de dire « je veux me débarrasser de ce qui ne marche pas, mais je veux garder ce qui marche ». Mais il ne faut pas caricaturer ce qui marche plus ou moins bien, ou peut-être pas si bien que ça, etc., en oubliant quel est le socle de ce qu'a été le salariat. Ce socle-là, il n'est pas non plus absolument garanti. Donc, avant de le détruire, il faut s'assurer est-ce qu'on a mieux que ça, et il vaut mieux protéger ça. Et c'est ça qui est en jeu actuellement. C'est ce genre de protection-là, qui sont totalement liées au salariat. Il n'y a que 12% d'indépendants en France. Le monde de l'indépendance a chuté à peu près aussi vite qu'a diminué la quantité d'agriculteurs qui étaient massivement indépendants. Et on est resté à peu près sur ce plateau-là. Autrement dit, 87 ou 88% des travailleurs sont des salariés. Et les proportions varient un peu dans le monde, mais dans les économies développées, mais on est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les États-providence se sont construits sur le salariat et tout ce qu'il
produisait le travail salarié, était producteur de social, producteur de garanties collectives, de garanties mutualisatrices que les individus partageaient, etc. etc. Tout ça, ça fait partie des réalités du salariat. Donc la subordination, qui est ce que critique la pièce sans arrêt, y compris sous les formes d'intériorisation de la domination, etc., etc., c'est un critère juridique qui évidemment ensuite donne lieu à qu'est-ce que c'est que le travail mis en entreprise et subordonné. Mais il faut aussi énoncer toutes les autres conditions de viabilité de cette forme de travail-là, évidemment. Voilà, je ne vais pas aller plus loin tout de suite. Merci. Je me tourne vers Judith Bernard et avant de rebondir peut-être aux propos de Pierre-Michel Menger, je vais arriver à prononcer ça comme il faut. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé, quel est votre désir de mettre en scène ce livre très difficile et abstrait, comme ça a été dit, de Frédéric Lordon? Quel est votre désir à vous? Je le fais au micro ou sans micro? Avec micro. Le désir, il est venu pendant la lecture du texte, je pense, parce que certes, il est difficile, il est conceptuel, il est théorique, mais en même temps, il met des concepts sur des expériences sensibles auxquelles on a accès d'une manière très évidente. Enfin, moi, les concepts comme l'angle alpha ou le conatus, conatus de Spinoza et l'angle alpha, c'est une proposition de Lordon, c'est des concepts qui ont parlé à ma sensibilité de manière très viscérale et pas intellectuelle. Je me retrouvais totalement dans ce qu'il évoquait des problèmes de la capture de ma vocation à agir, ma puissance d'agir, je la sens en effet très forte, et en même temps je sens bien qu'embarqué dans le salariat, il y a une capture, un détournement de ma puissance d'agir au service d'objectifs qui ne sont pas forcément les miens, ou ceux que je juge être des objectifs nobles. Donc le texte, il parlait à ma vie. Et il parlait de la vie de mon entourage proche, de plein de métiers, de plein de souffrances que j'entendais de la part de travailleurs qui se sentaient comme ça, pris au piège de systèmes dans lesquels ils ne se reconnaissaient pas et dans lesquels pourtant ils mettaient l'essentiel de leur énergie. Donc ça m'a parlé, ça m'a semblé être un texte qui venait mettre des concepts, certes un peu théoriques, sur des expériences extrêmement partagées et sensibles à chacun. Oui, merci. Justement, j'ai oublié de dire que Judith Bernard est également animatrice des plateaux débats, comme on le fait là, mais à Arrêt-sur-Image de ce site internet qui est animé, enfin non, produit par Daniel Schneiderman. Voilà, et donc à cette occasion-là, vous avez... J'ai reçu Frédéric Lordon. En fait, j'ai d'abord rencontré Frédéric Lordon dans le cadre d'un entretien autour de son texte. Ça m'a donné l'occasion de travailler très en profondeur sur son texte. Et dans la manière que j'avais, moi, de lui restituer les impressions de lecture, je sentais bien que le fait que je le reçoive de manière très physique, très intime, et dans mon vécu, dans mon rapport au travail, ça lui parlait à lui aussi comme philosophe. Il voyait en même temps que moi que ce texte-là était une manière de faire de la philosophie avec des expériences très concrètes de nos vies de travailleurs. J'étais confirmée dans l'idée que c'était fait pour être incarné. La question s'adresse à vous deux. Comment concevez-vous et pourquoi vous l'avez choisi comme titre, Bienvenue dans l'angle alpha, qui revient au texte de Frédéric Lordon peut-être, mais je ne suis pas sûre que tout le public a bien compris. Pourquoi ça s'appelle Bienvenue dans l'angle alpha ? Alors, si l'on considère que l'angle alpha, c'est donc cette capacité qu'il y a en nous d'ouvrir une résistance et une dissidence par rapport au désir-maître, le désir-maître, c'est pas juste le patronat. Je pense que c'est tout le projet de la société de faire de nous des travailleurs qui travaillent toujours plus pour travailler toujours plus. Il y a un projet social de faire de nous des hyper-travailleurs, hyper-productifs, hyper-performants, et ça se passe dès l'école, dès l'éducation nationale. On a du mal à avoir un autre projet que de faire des travailleurs performants. Donc il y a un désir-maître. L'angle alpha, c'est la manière dont on arrive à opposer une dissidence, une résistance à cette capture de toute notre puissance d'agir au service d'un objectif qui n'épanouit pas spécialement la totalité de notre humanité. Et donc bienvenue dans l'angle alpha, c'est une manière de
offrir en partage à chacun, rappeler à chacun qu'il dispose en lui d'une capacité de résistance, de dissidence, que chacun a la possibilité de ne pas se laisser totalement capturer par le détournement d'énergie auquel se livre la société capitaliste néolibérale. Bienvenue dans l'angle alpha, ça veut dire venez, rejoignez-nous vous aussi dans cette expérience d'une reconnexion avec votre désir propre, sachant qu'en spinozisme, si vous avez bien entendu ce que dit le spectacle, hein, chez Spinoza, en fait, il n'y a pas de désir propre. Hein. On n'a pas... De toute façon, on est aliéné par nos passions, hein, on est déterminé par nos passions. Mais servitude pour servitude, autant donner davantage d'importance dans nos vies aux passions qui nous orientent vers des affects joyeux, car il y en a dans nos vies, des passions qui nous procurent des affects joyeux, plutôt que de nous laisser entièrement capturer par les systèmes qui mobilisent chez nous les passions tristes. Donc voilà, bienvenue dans l'angle alpha, c'est reconnectez-vous à vos passions joyeuses et voyez comment vous pouvez échapper à l'enrôlement total que la société vous propose comme modèle d'existence. Il y a une erreur de raisonnement dans ce que vous venez de dire, selon moi. C'est que c'est un grand problème, en fait, c'est pas une erreur de raisonnement, c'est un grand problème. C'est, si nous sommes tous déterminés, comment est-ce que nous pouvons penser sauter au-dessus du sol et donc retourner quelque chose contre ce qui nous détermine. Si nous sommes déterminés, nous ne pouvons pas nous échapper de cette situation de gravitation complète et on ne peut pas sortir de la gravitation sociale. Donc, le seul outil possible, et c'est toujours la même réponse, et c'est celle que vous venez d'énoncer, et c'est celle exactement qu'énonce Spinoza, qui en ce sens-là, le déterminisme ne joue pas de rôle utile dans l'analyse, c'est nous devons penser les choses et c'est à travers la connaissance que nous augmentons la puissance d'agir. Mais cette connaissance-là, elle est le produit des neurones, etc., etc. Donc on peut dire que ce sont des processus physico-chimiques et tout le tralala. Mais à un moment donné, c'est cet outil-là de la réflexivité et donc qui agit pour qu'on puisse sauter un peu au-dessus du sol. C'est exactement comme ça que Bourdieu a tourné autour d'un thème permanent qui était la réflexivité, c'est-à-dire savoir retourner vers soi la réflexion pour se dire mais où suis-je exactement et comment est-ce que je peux me décaler de la réalité plutôt que d'y consentir pour envisager autre chose. Et ça, c'est l'exercice de base de l'intelligence humaine, c'est sortir du cadre dans lequel on est pour le décaler et envisager les possibles. Et ça, c'est une définition possible aussi de l'imagination, etc., etc. C'est une des manières dont chacun peut, pour sortir des grands combats où demain sera radicalement meilleur qu'aujourd'hui, etc., etc. Il faut résoudre ça par des changements d'abord de ce type-là. C'est envisager toujours qu'une réalité, c'est une enveloppe, elle est située dans une enveloppe de possibilités. Et cette enveloppe de possibilités, il suffit de la penser comme ça. Ça veut dire, je peux faire les choses autrement. Ou on peut faire les choses autrement. Et ça, c'est pas simplement une idée abstraite, c'est une sorte de disposition mentale que vous acquérez pour résister ou modifier votre perception de la réalité, mais aussi pour modifier votre perception de la relation à autrui. Et une des manières de faire ça, c'est par exemple savoir se mettre à la place d'autrui. L'interpolation des perspectives, c'est une condition fondamentale de la dignité dans le travail. Si vous n'arrivez pas, si vous ne pouvez pas vous mettre à la place d'autrui dans la situation où vous êtes vous et l'autre, tout ça je l'ai dit dans ma leçon inaugurale parce que j'y tenais beaucoup, c'est une lecture horizontale du travail et pas une lecture verticale. La capacité de se relier à autrui, c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui et de construire du social comme ça. Tout ça, c'est logé dans cette idée que les choses peuvent se faire autrement. Bon, et ensuite, il faut vérifier comment et à quel prix, etc., etc. Mais c'est l'essence même de l'application à n'importe quelle situation d'une lecture qui n'est pas le nez sur la vitre, mais se détacher légèrement. Et c'est comme ça... alors, après, il y a des métiers ou des situations où on doit le faire tout le temps, d'une certaine manière. C'est quasiment une déformation professionnelle. Et c'est votre cas à vous dans votre boulot, sinon vous n'auriez aucune imagination. Vous
pouvez inventer des solutions différentes à force de raisonner et de vous dire mais comment je vais faire. C'est le cas dans mon métier à moi. Et c'est le cas, évidemment, plus ou moins dans certains métiers. Il y a des métiers qui sont très contraints, des travaux qui sont très contraints, etc., etc. On vous demande de faire comme ci et pas comme ça. Et le problème, c'est le sacrifice de l'intelligence dans le travail. Bon, il y a 1000 manières de faire même des choses assez simples. Les sociologues ont tout d'un coup réagi contre l'idée que le travail ouvrier était un travail très peu qualifié, etc., en disant qu'il y avait beaucoup d'intelligence même dans des actes ordinaires de travail. Après, il faut les faire reconnaître, etc., etc. Ça, c'est une autre affaire, et c'est un combat, et ce sont des rapports sociaux de travail, évidemment. Mais je veux dire que c'est ça la dynamique des relations, c'est pouvoir faire autrement, pouvoir faire autrement. Et c'est là que je comprends bien l'idée l'idée spinoziste qui est on a en nous des virtualités illimitées, il suffit qu'elles s'actualisent dans de bonnes conditions, mais ce pouvoir faire autrement, il est fondamentalement lié à l'échange. Et l'échange, il n'est pas toujours symétrique, il peut être asymétrique. Il y a des choses que vous savez, que d'autres ne savent pas, etc. Et ça, à un moment donné, vous tombez quand même sur des problèmes de division du travail, de spécialisation des compétences. Dans un métier, il y a des choses qu'on sait faire mieux quand on les fait davantage, etc. etc. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut absolument faire tout le temps, mais voilà, donc on peut détricoter les conditions initiales que j'ai évoquées, qui sont des conditions extraordinairement limites, en quelque sorte. Abolir la division du travail de manière radicale, ça veut dire ne pas être capable d'accumuler soi-même dans un travail des compétences qui peu à peu vont s'améliorer, etc. parce que je me suis spécialisé dans un certain type de travail. Ce sont des trucs absolument élémentaires que je suis en train de dire, mais je veux dire que là, je les projette contre l'écran d'un certain nombre de propositions qui ont été faites, et il y a des collisions entre les idées en question. Donc on peut discuter vraiment sur ces conditions transcendantales, en quelque sorte, des conditions de réalisation de l'angle alpha, on peut en discuter, vraiment, parce que, voilà, et Frédéric Lordon est lui-même le produit d'une spécialisation de ses compétences et de ses connaissances. Enfin bon, je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, c'est assez simple à comprendre. Après, tout le problème est de savoir si on est... Alors, il y a un dernier point que je voudrais dire, une des manières les plus classiques de coter le travail, c'est est-ce que c'est de la routine ou est-ce qu'il y a suffisamment de variabilité dans le travail, de choses différentes. Et les deux ont leurs limites. Si vous avez trop de variabilité dans un travail, vous êtes perdu aussi à un moment donné. Vous ne savez plus très bien comment il faut faire. Si tous les jours vous devez faire autrement, donc vous avez besoin de routine. Mais si vous avez trop de routine, c'est la catastrophe parce que c'est le boulet, quoi. C'est le travail, c'est perdre sa vie à la gagner. Donc, sans arrêt, vous êtes en train de négocier ces affaires-là. Et je me souviens d'un entretien avec un comédien qui m'expliquait qu'il allait accepter un emploi qui était vachement bien payé, mais qui était fondamentalement, qui ne lui apprendrait strictement rien, qui était un truc purement alimentaire, et que le lendemain, il ferait un truc à peu près gratis, mais dans un projet avec des gens très jeunes et qui avaient des idées formidables, parce qu'il savait que ça lui apprendrait peut-être des choses nouvelles. Donc voilà le genre de raisonnement où on agit de deux manières différentes. Et ça, évidemment, c'est la liberté de ceux qui peuvent varier les contextes de travail. Tout le monde ne peut pas le faire comme ça, mais les artistes sont virtuoses dans cette façon de faire. Donc il avait appris quasiment spontanément, quand je lui ai dit vous avez une manière d'optimiser la quantité de travail à la fois par sa valeur monétaire et sa valeur formatrice. Le travail le plus désirable, c'est le travail qui vous apprend quelque chose. Ce n'est pas le travail qui vous paye mieux, je veux dire au sens désirable peut-être, ou le sens où le désir a un sens positif. C'est le travail où vous apprenez quelque chose. Vous apprenez des choses que vous ne saviez pas, etc. Et vous apprenez à échanger avec votre environnement. Et bien voilà, comment on fait concrètement dans un métier, et ce comédien n'avait pas théorisé ça, mais c'était naturel, c'était une sorte de disposition évidente pour lui. Il y a des boulots qui sont casse-pieds, il y en a d'autres où j'apprends des choses, mais qui sont peut-être moins bien payés. Et ça
c'est classique et ça fait partie de... Moi, quand je suis venu, vous m'avez posé la question au début, pourquoi est-ce que vous êtes venu? Je me suis dit, est-ce que je vais apprendre quelque chose? Si j'apprends quelque chose, je suis ravi parce que j'aurais pu faire autre chose ce soir-là. J'aurais pu... j'ai plein de trucs, plein de travail à faire, enfin bon, y compris le week-end. Dans ce métier, c'est assez gratiné. Hein. Le professeur auquel je forme, je vous assure que c'est pas une sinécure. Hein. Et j'ai jamais autant bossé de ma vie. Mais donc voilà, c'est ça. Mais tout ça, ça repose sur une sorte de schéma mental. Et ça, c'est une compétence que tout le monde peut acquérir assez simplement. Ce schéma mental, c'est comment on peut faire aussi les choses différemment. Mais il faut pouvoir les envisager. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça n'est pas évident. Ça s'apprend. Il y a des questions. Oui, il y a des questions. Avant de vous passer d'abord juste une question à Jules Bernard. Pensez-vous que cette pièce, cette mise en scène du livre de Frédéric Lordon a atteint son but, c'est-à-dire augmenter la puissance d'agir des citoyens? Est-ce qu'il y a eu des frémissements? Leur puissance de s'interroger, indiscutablement. Il ne marche pas ce micro, hein, donc je pense que ce n'est pas la peine de s'en servir. Oui, le propos du spectacle est quand même d'amener chacun à s'interroger sur l'existence en lui ou non d'un angle alpha, de ce qu'il peut faire avec, de s'interroger sur comment s'émanciper de ce qui nous détermine, puisque effectivement on est déterminé et donc pas de changement sauf que si. C'est pas parce qu'il y a la détermination qu'il n'y a pas de changement possible, hein. Le spectacle le dit et Spinoza l'affirme en premier. On est certes déterminé par nos passions, mais nous sommes animés par des passions éventuellement contradictoires, et en montant dans la connaissance de nos passions, qui nous déterminent, hein, la connaissance de deuxième genre ou de troisième genre chez Spinoza, plus on monte vers la connaissance des passions qui nous déterminent, plus on a la main sur la possibilité de substituer une passion à une autre. Ces deux passions existant en nous, coexistant, mais après il y a les passions de l'obéissance, de la servitude, de la capture, et puis il y a d'autres passions en nous plus émancipatrices. Et donc, plus on connaît nos passions, plus on est en mesure éventuellement de distribuer le pouvoir d'influence qu'elles ont sur nos vies. Et donc, le propos du spectacle, je ne sais pas si c'est d'ouvrir l'angle alpha, mais c'est en tout cas de permettre à chacun de monter dans la connaissance de la possibilité en lui d'un angle alpha, et donc juste s'interroger sur voilà, ce qui le détermine, ce qui agit en lui. Et Bourdieu, d'ailleurs, ne propose pas d'autre chose aussi. Hein. Il s'agit toujours de connaître ce qui nous détermine afin d'être moins agi à notre insu par les forces qui nous traversent. Je ne sais plus du tout quelle était la question. Si, c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec le spectacle? Eh bien ça, vous interroger et vous faire monter dans la connaissance de vos passions. Monsieur derrière. Vous parliez tout à l'heure, monsieur Menger, oui, des échanges asymétriques et de la spécialisation, en disant que l'un entraînait automatiquement l'autre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu. Et il me semble que c'est d'une part associer la spécialisation et la division du travail, c'est pas la même chose du tout, il me semble. Et d'autre part, si on globalise les échanges asymétriques, vous retombez sur probablement sur un équilibre général qui ne demande pas de division du travail. Et je pense qu'il faut aussi séparer la spécialisation qui est choisie. Vous avez choisi votre spécialisation en allant plus loin et vous apportez une valeur ajoutée dans votre intervention, contrairement à la division du travail qui, elle, va sabrer, je dirais, les compétences et qui va les couper. Alors, il faut discuter là, parce que... Discutons. Oui, absolument. C'est le but de l'exercice. Je ne sais pas comment vous pouvez séparer division du travail et spécialisation. On pourrait dire, l'idéal de Marx, c'est de dire l'individu, il ne se spécialise pas, il fait tout. Dans une journée, il peut être musicien le matin, poète l'après-midi, scientifique à 4 heures, jardinier à 6, etc. etc. La division du travail, elle a plusieurs formes. Techniquement, ça veut dire on fait un métier plutôt qu'un autre. Hein, non, pas du tout, c'est pas ça du tout. Ah bah attendez, si vous voulez dire la division du travail, c'est l'entreprise avec les actes qui sont découpés en petits morceaux. Moi, si vous dites je me suis spécialisé... Mettez les pieds dans une entreprise, monsieur.
pour fabriquer un costume que vous portez, il y a quelqu'un qui va découper le tissu, il y a une autre j'ai bien machine compris, qui va faire quelque chose. C'est le travail en miettes, c'est ce qu'on appelle le travail en miettes. C'est ça la division. Mais non, techniquement, mais même pour écrire un livre, le vocabulaire classique de la division du travail, lisez le grand livre de Durkheim, c'est simplement on a des métiers différents et on développe des compétences différentes. Après, vous pouvez découper le boulot en tâches et vous pouvez dire il y a des gens qui ont des tâches en nombre extrêmement restreint et qui sont spécialisés sur une seule tâche. Moi j'ai plusieurs tâches, j'ai une gamme de tâches et des choses comme ça. Mais voilà, donc cela dit, comme le monde n'est jamais si bien fait qu'on l'espère, parce que mon métier par exemple et le métier de Judith Bernard, ce sont des métiers où il y a, c'est probablement parmi les métiers où il y a la plus grande violence d'inégalité possible. Quelles que soient les conditions dans lesquelles ça marche, en sciences, 20% des scientifiques raflent 80% des citations de leur travail. Et ça n'est pas une affaire de domination, c'est une affaire de qu'est-ce qui est intéressant et qui invente des trucs. Pourquoi Bourdieu est le plus cité? Et Bourdieu ne va pas dire « Ah là là, mais c'est... » Bon, évidemment, lui-même était crucifié par ce genre de situation parce qu'il avait un côté... il portait en lui-même, physiquement, je crois, le problème de comment vit-on dans ce monde avec ce genre de situation. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait avec ça? Et c'est ça, moi, c'est des questions que je me pose et que j'essaie d'analyser en disant... Dans les métiers où il y a beaucoup de violence de ce type, d'inégalité extrêmement forte, il faut pouvoir se couvrir par une autre partie de son activité de cette zone extrêmement risquée. Et en ce sens-là, quand vous associez enseignement et recherche, ça veut dire que vous associez deux activités qui ont des caractéristiques profondément différentes. La recherche, c'est inégalitaire à fond, et l'enseignement, c'est pas du tout ça. Tout le monde... Au bout du compte, quand on fait la distribution des performances dans l'enseignement, les gens arrivent, tout le monde est à peu près au centre, la majorité est au centre, ce qu'on appelle une courbe gaussienne. Donc, la manière de répondre à votre question, c'est de dire les individus peuvent gérer des situations complexes s'ils ont la capacité de différencier des tâches en s'exposant sur certaines et en ne s'exposant pas sur d'autres. Et c'est comme ça aussi dans des métiers artistiques. Il y a des projets où vous êtes très exposé, et il y en a d'autres où vous ne l'êtes pas, parce que, etc. Donc, mais ça, c'est les métiers où vous avez le coefficient d'inégalité le plus violent. Et ça n'est pas monétaire, hein, attention. Moi, mon salaire, il est inférieur à celui de n'importe quel, je ne sais pas qui, cadre supérieur d'entreprise, etc., etc. Il est le double du salaire médian, et c'est tout. Bon, après 15 ans d'études, etc., etc. Donc, ce n'est pas des histoires monétaires. Et c'est là qu'on peut d'ailleurs introduire une autre distinction qui est très intéressante. Mais ça, c'est le boulot de vous décomposer en caractéristiques le travail. Et vous dites, par exemple, il y a des métiers où vous êtes prêt à sacrifier de l'argent pour le faire. Et les artistes en sont un cas connu. Ils pourraient, on l'a calculé de bien des manières, on a même calculé que ce que sacrifiaient les artistes en Australie pour faire leur boulot, c'était supérieur à la totalité des subventions qui étaient données par l'État australien. Bon, ça veut dire, dans un autre métier, ils auraient gagné beaucoup plus d'argent, mais ils n'auraient pas eu les mêmes satisfactions à faire ce genre de travail. Vous pouvez calculer ça, et c'est facile à faire, et ça veut dire que... à partir du moment où vous avez un choix, c'est ça le problème, hein, le choix ou pas le choix. Mais si vous avez des choix, et après tout, les métiers, ça correspond à un moment donné aussi à des problèmes de préférence, à partir du moment où vous accédez à un certain niveau de qualification, vous orientez vos choix en fonction de certaines préférences, eh bien, vous prenez en compte toutes sortes de choses. Par exemple, est-ce que ce boulot va me permettre d'avoir un boulot suffisamment variable et pas routinier? Est-ce que ça me met dans un environnement intéressant, etc. Tout ça, ça fait partie de ce que les grandes enquêtes sur les conditions de travail savent très bien aujourd'hui décomposer pour les mettre du côté soit des risques, soit des avantages. Et ça fait un mélange extrêmement complexe.
et très savant de situation. Et plus vous augmentez la connaissance sur ces conditions précises de travail, plus vous pouvez agir dessus individuellement et collectivement. C'est ça le but. Évidemment, on est très loin d'un tableau très, très général de la situation, mais c'est le quotidien et c'est l'ordinaire des combats et des rapports sociaux. On va regarder dans le détail, on va dire, est-ce que par exemple, dans les grandes enquêtes sur les conditions de travail, il y a, est-ce que les collègues m'apportent ou non leur soutien quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés? Voilà des questions intéressantes. Et vous pouvez objectiver les situations à travers l'interrogation, mais quand vous interrogez les gens, ça veut dire que vous êtes aussi capable de révéler des problèmes et de révéler des actions possibles sur ces problèmes. Et c'est un des buts d'ailleurs de l'augmentation de la compétence ou de la connaissance sur ces dimensions-là en France. C'est parce que la France est un pays où le management est dans les classements internationaux, quand on en fait aussi, la France est très bas, voilà. Le management n'est pas bon. Si management il y a, alors Frédéric Lordon dirait management piège à con, évidemment, mais ça on est évidemment à une altitude. Je veux juste faire une remarque. Oui. Parce que vous connaissez plein de choses. Attendez, peut-être qu'elle veut répondre. Si oui, non, bien nous, sûr. On apprend beaucoup. Et je pense que les discussions pourraient aller dans tous les sens. Je pense que ça n'a pas besoin. Je parle trop. Il y a plein de gens qui amèneraient des... Non, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a besoin. Il y a plein de gens qui ont des questions qui iraient dans plein de sens. Et je pense que tout le monde ici apprendrait beaucoup de choses. Et vous aussi. Et vous nous disiez que c'est un de vos désirs. Alors je vais me taire. Et non, c'est pas la question. C'est de répondre en 2 phrases. Ah oui. Par exemple, parce que vous avez tellement de connaissances que ça vous amène toujours à autre chose. Oui, voilà, je ne suis pas capable de synthétiser. Oui, ben voilà. Ce soir, je suis un peu fatigué. Et c'est pas pour être méchant. C'est juste. Oui, je comprends. Vous avez raison. Pour tout le monde. Alors allez-y. Ça marche cette fois, je crois. Première chose, vous avez dit il faudrait m'apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre que sur Collège de France, beaucoup de conférences ne sont pas en format MP3 et que si on ne sait pas télécharger un convertisseur, eh bien on ne peut pas les écouter. Hein. Donc voilà peut-être quelque chose à transmettre comme information. Mais il y a du streaming. Comment? Il y a du streaming, c'est-à-dire vous pouvez le regarder en vidéo. Oui, mais moi j'aime bien l'enregistrer pour l'écouter en allant me promener au bord de la mer. Ah oui. Donc c'est une autre approche. Deuxièmement, concernant le spectacle, je crois que c'est quelque chose de très utile. Je pense déjà d'un retournement à l'autre de Frédéric Lordon, qui nous avait beaucoup servi. Nous sommes un certain nombre en France, à Paris, en France, à organiser des débats, comme Britt et Christian. On appelle ça l'éducation populaire, c'est un bien grand mot, mais on a besoin effectivement de se renouveler dans notre approche et d'apporter quelque chose de tout à fait différent. Et ces spectacles sont très utiles dans ce sens-là. Et j'ai déjà commandé le livre, bien sûr. Troisième point, j'ai entendu dans le spectacle, nous sommes dans le noir, il n'y a pas d'issue. Hein, et ça m'a fait penser, comment dirais-je, à quelque chose qui serait la ruse de l'histoire, hein, d'une histoire qui aurait un sens. Et j'ai pensé surtout par moments à Schopenhauer, hein, de la volonté comme puissance d'agir. On retrouve ça également chez Schopenhauer. Et est-ce que on a entendu parler de déterminisme? Est-ce que cette société néolibérale n'est pas cette ruse de l'histoire, le cercle vertueux de la main invisible de Hobbes, qui nous a enfin amené la société parfaite, hein, où on serait, suivant une expression, hein, dans un, comment dirais-je, dans la fin d'histoire. Hein. Donc, est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'on va sauter le pas? Comment est-ce qu'on va retrouver? Et donc, bien sûr, plein d'options, ça c'est le grand point d'interrogation. Je pense que c'est surtout les raisons environnementales qui vont faire les décisions de demain et qui vont peut-être nous obliger à sauter le pas et à sortir de ce système. Alors, il y a Judith qui voudrait répondre. Une question pour vous, en fait. Je suis presque un peu étonnée que vous n'avez pas encore dans ce débat évoqué le concept de revenu de base sans condition. J'ai juste pas eu le temps et je voulais savoir, vous avez beaucoup parlé de la liberté, de choix, de se libérer
du capitalisme, de tout ça. Et je voudrais savoir si vous pensez que le revenu de base, sans condition, pourrait être une solution. Absolument, oui. Pour répondre simplement, bien sûr que je considère que ça n'est pas le travail qui est un mal en soi, hein, mais c'est l'emploi, c'est-à-dire que ce soit le seul moyen d'accéder au salaire, c'est-à-dire à des ressources pour survivre. Il faut donc déconnecter notre activité de la question des conditions de ressources. Et donc, effectivement, les modèles proposés par exemple par Bernard Friot dans le salaire universel, d'autres qui défendent le revenu de base, enfin toutes les propositions qui sont faites. Alors ils se disputent un peu entre eux, c'est compliqué d'arriver à trouver le bon modèle, mais en tout cas voilà, détacher la question de notre survie matérielle et notre rapport à l'activité, ça me paraît indispensable. Donc bien sûr, j'aurais tendance à militer en faveur des modèles de société qui distribuent à chacun les moyens d'une vie décente en termes matériels, et qu'ensuite notre puissance d'agir se déploie dans de l'activité, mais cette activité, elle est déconnectée de la question de survivre. Voilà. Voilà, ici. Il y a tellement de formules de revenu universel de base, il y a aussi l'impôt négatif américain, et au fond, on se débarrasse du problème du filet de sécurité collectif en disant on fait un impôt négatif et après ça on construit tout ce qu'on veut par-dessus. Donc la question est réglée. Donc il y a des grosses dissensions sur ces questions-là. Il y a à ce moment-là, bien sûr, vous savez bien sûr, il y a les expérimentations au Canada, en Afrique, il y a une grande discussion. Absolument, oui, bien sûr. Mettre ça en œuvre il y a autant de solutions, il y a autant de formules que de pays. Il y a autant de formules que de pays avec tous les mécanismes, bien sûr. Et c'est d'ailleurs une des tendances intéressantes des sociétés contemporaines, c'est faisons des expérimentations grandeur nature pour voir ce que ça donne. Et ensuite on regarde. Et ça intéresse d'ailleurs beaucoup les scientifiques. J'ai accueilli un collègue qui a fait un magnifique exposé à mon séminaire au collège sur ces questions d'expérimentation. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on diminue par exemple la taille des classes, est-ce que les élèves apprennent mieux ou pas? Alors on fait vraiment une expérimentation, mais une vraie, et on regarde. Voilà, c'est intéressant. On augmente la connaissance. Oui, revenir sur cette question de la division et de la spécialisation du travail dont vous avez donné un tableau extrêmement fatal, c'est-à-dire que forcément on n'échappera pas à une position asymétrique, donc à nouveau de la domination, et presque ce qu'il faudrait désirer, c'est un modèle dans lequel on n'ait plus d'échange avec autrui, puisque dès qu'il y a de l'échange, il y a de l'inégalité, il y a de l'asymétrie et de la domination. Ouais. Bon, nous, dans la troupe, on est un collectif de travail dans lequel on est très conscient des questions de domination, asymétrie, spécialisation, et donc notre manière de travailler essaie d'intégrer ces problèmes-là et de ne jamais céder justement trop à la spécialisation, à une division du travail où il y aurait du coup des phénomènes de capture. Alors évidemment là je suis toute seule à parler alors que j'ai toute une troupe avec moi, donc je suis dans la capture de la reconnaissance, et par ailleurs je suis instigatrice du projet, c'est moi qui ai écrit le texte au départ, donc évidemment on n'est pas tous égaux devant la puissance d'agir, et oui, il y a, moi j'ai certains domaines de compétences qui font que je marche devant, donc oui je suis dans une position de domination, mais ensuite dans la manière dont on travaille en répétition, on essaie à chaque répétition de mettre en place des manières de travailler qui donnent à chacun une part de responsabilité dans le propos collectif. Le fait que moi je m'intègre comme comédienne en plateau par exemple, cette manière du coup de m'impuissanter comme metteur en scène. Quand je suis en plateau avec eux, je ne vois pas le spectacle de l'extérieur, donc comme metteur en scène je suis nulle. Et comme je suis nulle comme metteur en scène, ça oblige chaque membre de la troupe à monter lui-même en responsabilité esthétique. Chacun est responsable. Si on ne trouve pas une solution de mise en scène, c'est de la faute de tous. Parce que je me suis mise avec eux à égalité d'impuissance. Et du coup, dans cette égalité d'impuissance, on va faire monter la puissance en chacun de prendre la responsabilité du propos. Tout ça pour dire que la division du travail, ce n'est pas une espèce de fatalité inexorable qui va de toute façon redistribuer des dominants, des dominés, un asservissement complet. Et à la fin, il y a un grand heureux qui capture tout de la reconnaissance et des dominés qui n'auront pas eux-mêmes développé leur propre pouvoir dans cette expérience. Gilbert, tu as l'air de demander la parole. Gilbert qui est donc dans la troupe et qui va pouvoir contredire. Non, je vais prendre sur un angle un peu différent. À un moment de la pièce, on dit que finalement les entreprises innovantes appliquent ou essayent d'appliquer un modèle
inspirer des artistes, quelque part, en donnant une grande autonomie aux individus au maximum, sur certains postes bien privilégiés. Donc tu vas voir que ça ne te contredit pas, mais je connais d'autres troupes où ça ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr. Mais bien sûr, non mais après... Et la qualité du résultat n'est pas strictement corrélée à l'organisation. À la méthode de travail. C'est différent, mais pas forcément. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, parce que je connais bien, pour l'avoir pratiqué pendant 40 ans, des grandes entreprises, l'évolution du management néolibéral vers justement ce type de raisonnement où l'on dit vous avez maintenant, ce n'est plus des métiers qui comptent, mais c'est les compétences, et c'est à vous de développer votre propre employabilité. Enfin, tous ces mots vont dans le sens, en quelque sorte, de donner l'empowerment à l'américaine ou à la japonaise, de donner en principe cette puissance d'agir. On vous dit c'est à vous de faire votre carrière, c'est à vous de vous débrouiller. Alors comment voyez-vous cette évolution de la notion de métier à la notion de compétence et qui finalement introduit cette auto-aliénation massive que chacun peut ressentir? Alors voilà, c'est exactement là que vous voyez que la situation a son ambivalence, puisque dans la situation précédente, on a signé des tâches, point final. Vous faites ça et rien d'autre. Maintenant, on vous dit, mais faites donc un peu plus et prenez des initiatives. Donc, on va dire, sortons de la situation précédente où vous étiez bloqué, cantonné dans un rôle étroit, etc. Et maintenant, vous dites, mais dans cette situation-là, j'ai plus d'autonomie, et ça c'est mesuré, hein, les trucs sont très connus, il y a des quantités et des quantités de recherches sur exactement ces phénomènes-là, on vous donne plus d'autonomie, mais on vous dit aussi, vous avez donc plus de responsabilités, et on va vous juger au résultat et pas aux moyens. Donc, le problème va être, quel est le type d'organisation qui va se mettre en place là-dessus? Si vous dites, plus d'autonomie, c'est bien, mais je ne veux pas être jugé au résultat. Ça veut dire que si vous avez fait votre boulot pas très bien, mais qu'un autre l'a fait très bien, tout le monde sera coté de la même manière, et donc il va y avoir des problèmes d'inégalité. Donc c'est toujours extrêmement compliqué dans le détail, parce qu'il faut à la fois assurer que chacun puisse agir au mieux de ce qu'il peut faire, et ça c'est le but à la fois des individus et de l'entreprise. Le problème c'est de savoir quel est le point d'intersection entre les deux où l'un n'est pas cocufié par l'autre. C'est ça tout le thème de la pièce d'une certaine manière. Et ce vocabulaire du consentement à la domination est une manière de résoudre la question par l'extrémité, l'extrême situation où on n'en sort jamais. C'est-à-dire c'est le double bind total, on n'en sort jamais. Dès lors qu'on est dans le monde de la gravitation sociale, on ne peut pas s'évader. Ça, c'est le thème général. Si vous voulez ensuite regarder comment ça tourne dans le détail, vous allez dire qu'il y a des manières intelligentes de solliciter l'intelligence des gens, qui n'est pas une simple extorsion, et il y a des manières scandaleuses de le faire, où de toute façon on leur dit « donnez le meilleur de vous-même et c'est moi qui pique tout ». Mais tout ça, c'est encore d'une certaine manière la société qui est presque derrière nous, parce que quand vous êtes sur Google, Google fait le boulot pour vous. Vous donnez le meilleur de vous-même à Google qui siphonne. C'est ça le truc. Et ça, ce modèle-là, il est beaucoup plus malin, il est beaucoup plus pervers. Et il va aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que certains vont bénéficier de la totalité de ce que vous faites. Quand vous faites des recherches par mots-clés, des machins, sans parler de ce que vous écrivez et que vous transmettez par Google ou par Internet, qui peut être siphonné, etc., etc., c'est redoutable. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que vous n'êtes même plus maître, vous ne savez même plus dans quel cadre exact se trouve la frontière entre ce que vous faites et ce qu'est un travail. Et ça, c'est un autre... On va faire une journée d'études sur ces questions-là au collège le 2 juin, parce que c'est absolument fondamental de regarder ces choses dans le détail. C'est de savoir si un individu n'est plus qu'une sorte de matrice dont une petite partie va être engagée dans le travail. Je ne veux pas être plus long, sinon on va... Mais il est parti, donc je peux m'exonérer. Après avoir lancé son missile, il s'est barré. Bon, ben voilà. Mais il ne faut pas de capture de la reconnaissance. Allez, j'arrête. Maggie voulait parler danseuse. Merci, oui, donc je suis la chorégraphe danseuse dans la pièce. Et monsieur, je trouve très intéressant que vous dites donc il y a telle et telle organisation. Si je peux partager moi-même,
mon expérience. Par exemple, dans ma carrière, j'étais également danseuse étoile, soliste, invitée dans des compagnies. Également, parallèlement, j'étais directrice de ma propre compagnie où j'avais une énorme responsabilité. Maintenant, j'ai le choix donc de travailler ensemble avec Judith. Je n'ai pas l'idée que je travaille en dessous Judith, hein, plutôt à côté. Je suis chorégraphe, danseuse quand même, c'est la pièce de Judith. Et je sens que je fais des choses par choix. Donc par choix, des fois, je travaille en dessous quelqu'un qui dit voilà, on va faire tel et tel. Vous avez de la variabilité dans vos choix. C'est ça. Donc moi, je n'attends pas que quelqu'un me dise, parce qu'on a essayé de dire ça, ce sont tes choix. Et j'ai toujours été très rebelle, avec plus ou moins d'approbation de société, de la famille, de partenaires, blablabla. Mais je cherche toujours les choix de liberté. Hein? Quand j'aime ce projet, mais je suis que danseuse, je le fais par choix. Un autre projet, je suis directrice, je le fais par choix. Là, je suis chorégraphe, travaille ensemble avec le metteur en scène par choix. Donc j'essaye aussi, je suis aussi professeur de danse, d'apprendre à nos élèves qu'il y a beaucoup plus de choix. Eh bien, vous avez donné l'illustration d'un mécanisme de base qui est de dire j'associe des actes où j'ai plus de contrôle sur mon travail avec des actes où je suis, par exemple, professeur. Là, c'est une situation qui est formatée. J'ai une relation pédagogique, je ne vais pas la réinventer radicalement. Et donc, mais elle me procure un flux d'activités assez sécurisé par rapport à la variété des engagements que je peux avoir. Enfin, c'est des trucs classiques. Beaucoup d'artistes sont aussi professeurs. Professeur oui, je sais bien. Mais beaucoup d'artistes jouent sur les deux claviers. L'enseignement qui est plus sûr et l'activité créatrice qui est plus sécurisée, enfin qui est plus risquée. Mais enfin bon, je ne vais pas discuter, mais bon, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Un compositeur qui est professeur dans un conservatoire, c'est exactement ce mécanisme-là. C'est notre formation. Oui, je comprends bien, mais ça se passe en indépendant, vous devez aussi gérer des risques. Et il y a des moments où vous accepterez peut-être des boulots qui vous plairont peut-être pas tant que ça, si vous avez vraiment à remplir vos heures, et voilà, bon, ça arrive aussi. Enfin bref, je vais pas... voilà. Mais par choix. Par choix. Vous et monsieur là-haut. Est-ce qu'on ne peut pas voir le message de l'angle alpha comme pousser notre désir vers tout ce qui est anticapitaliste et l'anticapitalisme, est-ce que c'est pas l'autre nom qu'on donnait à l'oligarchie et de là être anticapitaliste, est-ce que c'est pas vouloir faire en sorte que le peuple ait le pouvoir de voter lui-même ses lois, d'avoir des contrôles des élus, des représentants, reddition des comptes, voilà, etc. Tout à fait. Bon, le message du spectacle, quand même, c'est pas tant... Le message, c'est le mal est dans la fixation. Hein, c'est quand on se laisse capturer, qu'on met toute notre puissance d'agir au service d'un seul maître. En l'occurrence, le capital, qui en effet a organisé la société dans le travail salarié. Et donc, actuellement, en effet, la fixation est produite par l'organisation du travail, par le management néolibéral. Et donc, bien sûr que derrière ça, il y a l'ennemi d'une... oligarchie, en effet, et d'une société entièrement organisée autour du service de l'argent, permettre à l'argent de faire plus d'argent, et que pour arriver à sortir de ce modèle-là, oui, je vous rejoins aussi sur des positions de processus constituant où chaque citoyen doit pouvoir s'emparer de sa responsabilité politique en étant, pourquoi pas, auteur de la Constitution. Là, je me retrouve plus sur un modèle plus à la Chouard, comme Étienne Chouard, plus que sur... Frédéric Lordon, mais oui, je m'y retrouve aussi, et je trouve que effectivement la pièce, en proposant comme organisation de groupes de travail, comment faire un truc ensemble, hein, c'est ça la question du 4e acte. On voudrait faire un truc ensemble, par exemple une activité de travail, comment faire un truc ensemble, un spectacle, une société, une entreprise, mais aussi une société. Bien sûr, comment faire société ensemble?
Moi, je crois beaucoup dans cette espèce, effectivement, de sortir de la division et de l'hyperspécialisation. Il y a ceux qui pensent et agissent, et puis ceux qui exécutent, et qu'il faut essayer le plus possible, en effet, de faire monter en chacun la prise de responsabilité. Mais ça veut dire le travail, hein, parce que si on devient tous citoyens actifs et qu'on essaie de se débarrasser de l'oligarchie, il faut être constituant, hein, être responsable du modèle politique dans lequel on vit. Ça veut dire que tous, on se met au boulot. Être citoyen, ça devient une vraie activité. Hein, ça aussi, sans le revenu de base, sans le salaire à vie, ça ne marche pas en fait. Hein. C'est un vrai travail. Mais bien sûr, ça débouche également, les réflexions qui sont organisées sur le plateau débouchent également sur une réflexion politique dans laquelle chacun va idéalement se défixer toute sa puissance au service du capital. S'il se défixe et qu'il redevient multiple, et qu'il s'adonne à toutes les effectuations possibles de sa puissance d'agir, dans les effectuations possibles de sa puissance d'agir, il y a notamment son exercice de la citoyenneté, sa responsabilité, la manière dont il s'empare du fait politique, du bien commun, comme étant sa chose à lui aussi, qu'il doit produire avec d'autres. Donc oui, je suis d'accord avec l'horizon que vous visez. Je voudrais peut-être juste ajouter un commentaire. Les recherches qu'on mène actuellement montrent que au fond, les sociétés évoluent vers une polarisation et un affaissement au centre. Au milieu de la distribution des qualités du travail, il y a le travail intermédiaire, moyennement qualifié, et celui-là, il va être de plus en plus remplacé par des robots. Ça va très vite, hein, je vous assure, hein, c'est spectaculaire. Hein. Et c'est le travail, le service non robotisable qui peut-être peu qualifié, mais qui ne sera pas substitué parce que c'est trop coûteux, d'un côté, et de l'autre côté, le travail très qualifié, inventif, etc., va être de plus en plus recherché. Donc c'est au milieu que ça se passe, et c'est le grand problème actuel. Voilà des questions qui sont extrêmement fortes parce qu'elles sont liées au problème des chocs technologiques et du fait que l'humanité, elle a cette ressource inépuisable qui est l'inventivité. Bon, y compris pour se critiquer radicalement, etc. C'est que ça n'est que ça, c'est de l'inventivité. Et bien cette inventivité, elle produit des transformations sociales rapides et profondes et très compliquées à gérer, qui sont des phénomènes de polarisation assez paradoxales. Au lieu d'avoir une représentation linéaire du monde du travail, vous dites il y a en bas, au milieu, en haut, et plus on monte, mieux ça vaut en termes financiers, etc., etc. Et après, il faut tout casser pour tout égaliser. Ça, c'est une vision en quelque sorte qui est presque dépassée, je dirais. C'est une autre, ce sont d'autres mécanismes qui sont en œuvre et qui sont créés parce qu'on a mis en route autre chose, et les technologies qui deviennent extrêmement puissantes, et ça va aller en s'accélérant. Je ne vais pas faire du déterminisme technologique, mais quand même, les données qu'on voit, allez sur le site du MIT, chaque semaine, on vous fait des démonstrations sur les robots qui apprennent entre eux. C'est absolument fascinant. Et ça va très vite, vraiment, il faut le comprendre. Donc ça peut être aussi, d'une certaine manière, libérateur. Il y a une partie de tout ça qui sera libératrice. Le robot va faire des boulots qui sont du sale boulot. Bon, il le fera sans protester, du moins tant qu'on n'aura pas inventé une âme du robot et un robot spinoziste, avec des passions joyeuses et des passions tristes. On peut l'imaginer. Oui, bonsoir. Juste une petite question à propos du... D'ailleurs, j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir entendu de la part de la troupe, mais en ce moment, il y a les intermittents du spectacle qui sont en pleine lutte, et donc la lutte, elle n'est pas du tout passée, elle est actuellement en cours. D'ailleurs, ce spectacle aurait été merveilleux d'être joué au Carreau du Temple ce soir, parce que les intermittents occupent cet espace très très public depuis hier matin. Donc voilà, est-ce qu'on peut faire le lien entre le combat général et le statut de l'intermittent du spectacle, qui est évidemment en ce moment très menacé, et le débat de ce soir? Je pense que ça serait utile de savoir comment vous positionnez. Est-ce que ce statut est un progrès? Dans quelle mesure il pourrait être amélioré? Et quels sont les enjeux actuellement qui vous animent? Parce que je pense que vous êtes tous un petit peu concernés
à la fois technicien, metteur en scène, comédien, etc. Voilà. Plus comme citoyen. La troupe a un statut très hybride, elle mélange des intermittents et des pas intermittents du tout, des gens qui ont un métier, par ailleurs un vrai métier, comme on dit, y compris à temps complet, donc on est très concerné aussi par la vie de l'entreprise, on sait ce que c'est que d'être dans les boîtes privées, de bosser comme des fous, etc. La position de la troupe, non, je vais parler en mon nom, et puis si d'autres dans la troupe veulent prendre d'autres positions, ils prendront la parole. Moi, je suis évidemment extrêmement attachée au statut de l'intermittence, au régime spécifique d'assurance chômage qui est adapté aux conditions de travail très spéciales des intermittents, les techniciens et les artistes. Évidemment, hyper inquiète de voir le MEDEF prendre des positions d'une telle arrogance et d'une telle brutalité. La suppression des annexes 8 et 10, ce serait un cataclysme, un désastre sur le plan culturel et sur le plan social, alors que l'intermittence est une forme d'organisation du travail qui est plutôt porteuse d'avenir. Enfin, c'est une manière de penser le travail, en assumant le fait que, bon, voilà, il y a une précarité, mais on prend solidairement la responsabilité d'assurer dans les moments où il n'y a pas de travail. Pardon, tu parles en même temps, tu veux prendre la parole ? Ce n'est pas généralisé, je ne comprends pas. Pardon, j'ai pas compris. On parle bien d'un régime spécifique, donc ce n'est pas généralisé. Ah bah bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que c'est un modèle intéressant. Je veux dire, il est porteur d'avenir, c'est-à-dire que... Mais tu penses bien quand... Enfin, pardon, je te tutoie. Pour l'instant, il est inégalitaire et c'est... Quand je parle du revenu de base, du salaire universel, au fond, c'est une manière de considérer que le revenu doit être détaché de l'emploi. Et le principe de l'intermittence, c'est que même quand tu n'es pas en situation d'emploi, tu perçois malgré tout un revenu. Donc moi, je suis évidemment favorable à une extension, à une généralisation de cette manière de penser. Pardon ? C'est ça qu'il faut demander plus que... Pour l'instant, le combat, c'est quand même d'arriver déjà à sauver les annexes 8 et 10. Hein. Pour l'instant, elles sont menacées de disparition pure et simple. Et je suis mobilisée, enfin j'étais dans les manifs, là j'étais pas au carreau du temple, effectivement, parce qu'aujourd'hui, voilà, on avait cet engagement-là. En même temps, ça aurait été dur pour vous de le jouer, parce qu'il y a quand même deux fourgons de CRS qui ont... Voilà, il y a quand même beaucoup de flics autour, d'après ce que j'ai compris. Pour l'instant, ils vont pas expulser des personnes, parce qu'évidemment, demain, c'est la grande foire électorale, donc ils ne vont pas prendre de risques. Vous savez que c'est très protégé, et pour l'instant, c'est très difficile même de rentrer pour participer aux AG. Est-ce que notre sociologue de service, pardon de le dire comme ça, pourrait avoir ce petit mot, mais là encore, en essayant d'être assez... J'ai écrit un livre entier sur cette affaire, j'ai tout décomposé. Tous les non, justement, le livre, on ne va pas en parler ce soir, s'il vous plaît. Essayez de vous exprimer brièvement pour dire qu'est-ce que, pour vous, cela éclaire dans le débat de société sur le salariat, le travail, les gens qui sont attirés ou pas par leur passion. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme enseignement dans le débat actuel sur le travail ? Alors, il y a cette position qui est de dire l'intermittence, c'est le salariat émancipé de demain, c'est la position de Friot, des coordinations d'extrême gauche, qui voudrait en quelque sorte résoudre d'un coup le problème social d'un régime particulier d'emploi en le généralisant. Le problème, c'est la viabilité du système. C'est un système dans lequel vous avez 60% d'indemnité de chômage et 40% de revenus du travail. Est-ce que c'est ça l'idée que vous défendez, qui est de dire je fixe le revenu universel de base à 60% de mes besoins et le reste c'est du boulot que je me procure en fonction des projets. Bon, c'est un modèle qui est extraordinaire, il faut le comprendre, il est extraordinaire parce qu'il n'y a pas dans le monde capitaliste d'aujourd'hui de système plus flexible que celui-là. C'est le rêve d'un théoricien de l'économie que Lordon appellerait néolibéral, accompli, totalement réalisé. L'emploi intermittent, c'est un emploi où il y a zéro procédure d'embauche, zéro procédure de licenciement et aucune responsabilité. Comme vous le... Attendez. C'est pas le rêve pour le patron parce qu'un intermittent, il est dans la position de dire non. Quand un emploi lui paraît insuffisamment, il peut dire non, précisément parce qu'il a quand même la possibilité de percevoir ses indemnités. Absolument. Ça, pour le patron capitaliste, c'est pas exactement l'idéal. Je vais l'idéal. ajouter une chose, aucune responsabilité d'un employeur à l'égard de la carrière de son salarié. Aucune. Puisque vous achetez des missions, des cachets de 3 heures, 3 jours, 3 semaines, il n'y a aucune responsabilité. Dans la réalité des faits, quand on regarde comment ça marche, et c'est là que les données sont vachement intéressantes, les individus s'arrangent pour coordonner autour d'un employeur pivot
un halo d'activité qui leur procure le reste plus variable par rapport à la sécurité de l'employeur pivot. C'est 40% pour les musiciens et c'est 80% pour les techniciens. Ça, c'est les données. Après, on peut discuter sur toutes les modalités. Qu'est-ce que c'est que les modalités? C'est le problème de jusqu'où étend-on la solidarité interprofessionnelle. Et l'argument que vous avez cité, vous, monsieur, c'est de dire il faut le généraliser pour ce... Alors, je vais le traduire dans mon vocabulaire à moi. Je dis juste qu'il y a une contradiction. Comment la CGT réagit-elle ce soir, aujourd'hui? La CGT, elle dit deux choses. C'est intéressant. Elle dit... Il y a deux points intéressants dans ce que dit la CGT, ou du moins ce que j'en ai compris. C'est, premièrement, on a quand même un peu bricolé sur l'état présent du régime des intermittents, parce qu'on va jouer sur des plafonnements de droits. Ils ont d'ailleurs proposé eux-mêmes que le salaire plus les indemnités, ça soit plafonné, qu'on ne touche pas à davantage. C'était transformer une assurance chômage en système redistributif, ouvertement assumé. Hein, ça c'est clair, ça venait pas d'eux, ça venait des coordinations, mais ils l'ont pris à leur charge. Deuxièmement, ils sont un peu plus embarrassés par le fait qu'on touche beaucoup à l'indemnisation des autres chômeurs et peut-être pas tant que ça à l'indemnisation des intermittents. Autrement dit, on va augmenter la différenciation entre le chômage normal ou général et le chômage particulier des intermittents. Les intermittents ont une puissance d'agir assez remarquable parce qu'ils sont dans les lieux où leur capacité de mobilisation est immédiatement entendue. Quand vous allez dans les radios, les télévisions, etc., il y a énormément d'intermittents. Un peu parfois curieux d'ailleurs, parce qu'ils ont des plannings à l'année et qui sont intermittents. Mais ça, on ne va pas discuter de ça. Bon, voilà, donc ils ont une capacité de mobilisation. Quand le MEDEF dit « je vais casser le statut des intermittents », lisez les dernières pages de mon livre, je donne sur 20 ans, je donne des extraits des scénarios au rythme de 3 ans. Chaque fois qu'on renégocie l'assurance chômage, chaque fois il y a un député ou un patron pour dire on va tout casser, et de l'autre côté la CGT qui dit on va construire le rapport de force. Chacun construit le rapport de force de cette manière-là, et au bout du compte, on ne change pas énormément de choses au système, et en tout cas on ne le casse jamais, parce que l'essentiel se passe ailleurs. C'est un système de construction du rapport de force, et l'essentiel c'est d'obtenir des points d'accord ou de désaccord sur d'autres éléments de l'assurance chômage dont les intermittents sont à un moment donné un argument particulier qu'on met en avant pour dire si vous nous emmerdez sur le reste de ce qu'on vous propose, on va vous casser les intermittents. Il faut le savoir tout ça. Et quand je parle avec les responsables de la CGT Spectacle, c'est totalement évident. C'est un jeu de rôle très établi dans le paritarisme à la française, qui est un jeu stratégique assez subtil, où aucun représentant des employeurs du spectacle n'est à la table des négociations de l'assurance chômage. Ça, c'est une des choses que je tiens à dire absolument, c'est que les employeurs se sont débrouillés pour disparaître totalement de tout. Ils ne veulent pas être visibles dans ce système. Ils veulent laisser les salariés négocier pour eux parce qu'ils y ont autant intérêt que les salariés à tout ça. Les boîtes de prod et tout ce que vous voulez, ils y vont à fond. Et il n'y a aucune raison pour... Et donc, ils se débrouillent pour dire allez-y, on vous soutient. Et par ailleurs, on va dire au MEDEF, on fait ce qu'on peut, mais quand même. C'est un jeu de dupes extraordinaire. Et ensuite, il y a les situations ordinaires de mobilisation que je connais par cœur, parce qu'il suffit de les avoir vues. Et je vous assure, l'histoire, la mémoire longue des chiffres et les chiffres sur 20 ans vous donnent tout. Le fait qu'un employeur n'ait pas de responsabilité à l'égard de ses salariés veut dire qu'il veut pouvoir choisir librement sur combien de têtes différentes il peut disperser sa demande d'emploi. Il peut vouloir renouveler l'emploi sur autant de personnes qu'il veut. Les métiers du spectacle sont suffisamment attractifs pour attirer énormément de monde. Et après, on va leur dire, si vous n'en voulez pas de les conditions que je vous fais là, il y a 50 personnes à côté à qui je vais le filer. Et donc, allons-y. Donc, avant de généraliser ce système, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Il veut dire quand même beaucoup de capacités de manœuvre dans la relation de subordination, même dérogatoire,
pour créer de la situation de compétition entre les individus, hein, avec beaucoup de dégâts possibles. Les techniciens sont mieux lotis parce que font le ménage par les conditions de professionnalisation qui sont plus normées que la professionnalisation des artistes. Être concurrent par l'originalité, c'est pas être concurrent par la compétence. C'est ce qui fait la grande différence entre les techniciens qui sont l'élite ou l'aristocratie de l'intermittence. Ils gagnent plus d'argent, ils sont mieux indemnisés et ils consomment des droits de manière plus optimale que les artistes. Donc voilà, et ça c'est une des contradictions internes du système. Donc on peut le juger de l'extérieur un peu comme ça, par des traits très soulignés, mais quand on va le regarder de l'intérieur, et c'est ce que j'ai fait, bon, parce que j'avais des données, c'est assez intéressant à regarder. Il est vraiment beaucoup plus intéressant à décomposer dans le détail, et ensuite à dire, voilà, est-ce qu'une société de prod, elle a la même vertu, le même droit de tirage sur ce système qu'une société de prod où les patrons se payent, je ne sais pas, vous connaissez les chiffres. On ne les connaît pas. Ça, c'est intéressant. On sait tout sur un salarié intermittent. Tout. Moi, je peux tout vous dire sur les salariés intermittents. Combien ils touchent d'indemnités, combien ils touchent de salaire, d'année en année, combien ils ont eu de contrats, avec qui, etc. Je ne sais rien sur la partie patronale. Je ne peux pas recomposer les chiffres d'affaires des boîtes, le nombre d'intermittents qu'elles ont utilisés, le nombre de jours de chômage qu'elles ont constitués à travers leur pratique d'emploi. La partie employeur se débrouille pour ne pas apparaître dans le système. Ça, c'est quand même étonnant. Il y a une asymétrie extraordinaire là-dessus. Et ce n'est pas normal du tout. Et quand je dis à la CGT, mais qu'est-ce que vous faites là-dessus ? Gravouille, il dit, ah oui, d'accord, il faut qu'on s'en occupe. Mais bon, après, il y a la négociation, etc., etc. Alors voilà, je vous le livre. Faites donc ça. Dites, mettons le projecteur un peu sur la partie employeur. Regardons ça. Sinon, évidemment, si ça veut dire que les employeurs se débrouillent pour faire défiler les salariés en leur disant, faites le boulot à notre place et on garde tout en place. Bon, mais par ailleurs, les bénéfices de tout ça sont légèrement asymétriques. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bon, merci.